Chapitre 1. L'infirmière ne savait pas qu'elle détruisait un mariage quand elle a appelé à 2h17 du matin. « Madame Carter, votre mari a été admis aux urgences après un accident de voiture. Il est conscient, mais il vous réclame. » Emily Carter s'est redressée dans son lit. Une main sur son ventre de 7 mois de grossesse. L'autre agrippait le téléphone si fort que ses jointures sont devenues blanches. Est-il gravement blessé? Il y a eu une pause. Pas une pause médicale, une pause humaine. Il a un poignet cassé et quelques blessures au visage. La femme qui l'accompagnait est également prise en charge. Emily a cessé de respirer une seconde. Quelle femme? La voix de l'infirmière s'est adoucie. Je suis désolé. Nous l'avons trouvée avec une autre femme. C'est à ce moment-là que la fille d'Emily a donné un coup de pied. Un mouvement sec sous ses côtes. Comme si même le bébé comprenait que le monde venait de basculer. Emily n'a pas crié. Elle n'a pas laissé tomber le téléphone. Elle ne s'est pas effondrée comme l'épouse brisée qu'on s'attend à voir dans les drames. Elle a lentement basculé ses jambes hors du lit. Les mouvements brusques lui donnaient le vertige maintenant. Elle a posé ses pieds nus sur le sol froid. Quel hôpital? L'infirmière a donné le nom. Emily l'a noté avec un stylo de la table de chevet. Son écriture semblait presque normale. Cela l'effrayait plus que des larmes ne l'auraient fait. À côté du bloc-notes se trouvait une photo encadrée de sa fête prénatale. Emily portait une robe bleu pâle. Son mari Nathan se tenait derrière elle, les deux mains sur ses épaules. Son sourire était large. Son visage était doux, empreint de l'épuisement stupide et confiant de la fin de grossesse et de l'amour. Elle a retourné la photo face contre table. Puis elle a appelé la seule personne qui répondrait sans lui faire expliquer sa douleur avant de l'aider à la surmonter. Le docteur Julian Reed a décroché à la deuxième sonnerie. Il n'était pas son amant. Pas à l'époque. Il était son voisin d'enfance, le meilleur ami de son frère aîné. Un cardiologue pédiatrique revenu en ville 6 mois plus tôt. Il était devenu la personne discrète en qui Emily avait confiance, surtout quand la grossesse l'effrayait plus qu'elle ne l'admettait à quiconque. Nathan l'avait immédiatement détesté. Emily avait d'abord cru que c'était de la jalousie. Maintenant, elle se demandait si Nathan n'avait pas simplement reconnu la décence comme une menace. La voix de Julian était rauque de sommeil. « Emily, Nathan est aux urgences. Il y a eu un accident. » Elle a entendu un bruit de tissu, le clic d'une lampe. « Es-tu blessé? » « Non. »« Est-ce que le bébé bouge? » La question l'a rassurée car c'était exactement la bonne. « Oui, bien. Assieds-toi pendant que tu me parles. » Elle s'est assise, bien qu'elle n'ait pas réalisé qu'elle chancelait. Il a demandé quel hôpital. Elle le lui a dit. Il n'a pas demandé pourquoi Nathan était sorti à 2h du matin. Il n'a pas rempli le silence d'indignation. Il a simplement dit « Je viens te chercher. Ne conduis pas. Julian, tu n'es pas obligé. Je sais. Chaussures, manteau, bouteille d'eau. Je serai là dans 10 minutes. » Il a raccroché avant qu'elle ne puisse gaspiller ses forces à prétendre qu'elle allait bien. Emily s'est habillée avec des mains maladroites. Son ventre rendait chaque mouvement lent et intime. Elle a enfilé une robe de maternité grise et douce, puis un manteau. Nathan avait dit un jour que ce manteau lui donnait l'air d'une institutrice fatiguée. Elle en avait ri à l'époque. Maintenant, elle le boutonnait soigneusement en pensant à la femme dans la voiture. À quoi ressemblait-elle? Était-elle jeune? Savait-elle qu'Emily était enceinte? Est-ce que Nathan lui touchait le visage au feu rouge? Avec la même main qui s'était posée sur le ventre d'Emily la veille au soir? Les questions venaient vite, tranchantes comme du verre brisé. Emily a posé ses 2 mains sur son ventre. « Pas maintenant », a-t-elle chuchoté. « D'abord, on survit. Julian est arrivé en 9 minutes. Il est sorti de sa voiture en jean sombre, manteau bleu marine et chaussures délacées. Ses cheveux étaient encore humides d'un passage rapide sous l'eau. Quand il a vu Emily sur les marches du perron, son expression a changé. Ce n'était pas de la pitié. La pitié l'aurait anéanti. C'était de l'inquiétude. Une inquiétude respectueuse et contenue. Il a ouvert la portière passager. Lentement, elle est montée. Il a placé une bouteille d'eau dans le porte-gobelet, a mis le siège chauffant sur faible. Puis il a conduit, sans poser de questions, qui appartiendraient à plus tard. Pendant plusieurs pâtés de maison, la ville était silencieuse. Seule la pluie tapotait sur le pare-brise. Puis Emily a dit. L'infirmière a dit qu'il y avait une femme avec lui. Les mains de Julian se sont crispées sur le volant. Juste une fois. A-t-elle dit qui? Non. Alors, d'abord les faits, la douleur attendra. Emily a tourné son visage vers la fenêtre. Les lampadaires étalaient de l'or sur la vitre. On dirait mon père. Ton père avait généralement raison. Il détestait Nathan. Julian n'a pas répondu.
Cette absence de réponse était suffisante. Chapitre 2. Nathan Carter avait toujours ressemblé au genre d'homme qui méritait la confiance. Il était beau d'une manière soignée, avec des cheveux coiffés, des chemises chères, et un sourire conçu pour les pièces pleines de gens qui aimaient être rassurés. Il travaillait comme directeur du développement dans une fondation médicale caritative. Cela signifiait qu'il savait parler de compassion tout en demandant des chèques à des personnes riches. Emily l'avait rencontré lors d'une collecte de fonds 3 ans plus tôt. Elle gérait alors des événements pour une association d'alphabétisation pour enfants. Elle était surmenée et venait de perdre son père. Nathan est arrivé avec des fleurs pour le service hospitalier et des compliments pour tous ceux qui comptaient. Il se souvenait des noms. Il remarquait les verres vides. Il a dit à Emily qu'elle avait l'air fatiguée. D'une voix qui donnait l'impression que la fatigue était comprise, et non peu séduisante. Il l'a demandé en mariage après 9 mois. Sa mère a pleuré de soulagement. Ses amis ont dit qu'il était parfait. Julian, qui a assisté au mariage parce que son frère l'y avait traîné, avait serré la main de Nathan et dit très peu de choses. Emily avait ignoré ce silence. À l'époque, elle pensait que l'amour signifiait défendre la personne qu'on avait choisie. Elle ne comprenait pas encore que parfois, les gens qui vous aiment vous protègent de ce que vous avez choisi. La grossesse avait été planifiée. Du moins, c'est ce que pensait Emily. Nathan avait pleuré quand le test s'est révélé positif. Il a posté une photo de minuscules chaussures blanches à côté de sa montre. Il a dit aux donateurs qu'il allait devenir père et a regardé leur visage s'adoucir. Il a commencé à toucher le ventre d'Emily en public plus qu'en privé. En privé, il était occupé. Réunion tardive, dîner de donateurs, appel d'urgence de la fondation. Des sessions de stratégie le week-end qui exigeaient son meilleur parfum. Emily a demandé une fois si la fondation survivrait sans lui pour une nuit. Nathan lui a embrassé le front. « Tu aimes que je me soucie trop des choses. » Elle avait souri parce qu'elle voulait le croire. La grossesse rendait la solitude compliquée. Son corps n'était jamais vide, mais ses soirées l'étaient souvent. Elle pliait seule les vêtements de bébé. Elle a assemblé un berceau avec Julian en appel vidéo, parce que Nathan avait une crise de gala. Elle a appris à dormir avec des oreillers autour d'elle. Et une main sur l'endroit où sa fille roulait la nuit. Julian est apparu au début de ces mois. L'obstétricien d'Emily l'avait orienté vers son hôpital pour une échographie cardiaque fœtale après une légère inquiétude. Il n'était pas son médecin, mais il l'a accompagné au bon service. Il a attendu la fin de l'examen et a expliqué les résultats en langage simple. L'anxiété rendait chaque terme médical semblable à un verdict. Le bébé allait bien. Emily a quand même pleuré dans le parking. Julian se tenait à côté de sa voiture, sans la toucher, la laissant pleurer, sans en faire un drame. « Tu peux m'appeler quand la peur devient trop forte », a-t-il dit. Elle l'a fait. Pas assez souvent. Parfois, elle appelait pour des questions médicales, parfois pour sa mère. Une fois, à propos de la façon dont Nathan avait ri quand elle avait dit qu'elle se sentait invisible. Julian n'a pas insulté Nathan. Il a seulement demandé « Est-ce que c'était bienveillant ?» Cette question est restée. Alors que Julian conduisait vers l'hôpital la nuit de l'accident, Emily s'est souvenue de cette question, avec une amertume qui avait un goût de métal. Est-ce que c'était bienveillant? Non. Très peu de choses avaient été bienveillantes dernièrement. À l'entrée de l'hôpital, Julian s'est garé sous l'auvent et a aidé Emily à sortir. Il lui a offert son bras. Elle l'a pris parce que le sol était mouillé, et parce que la fierté ne protège pas les enfants à naître des glissades sur le béton. Le service des urgences sentait l'antiseptique, le café et la peur. L'infirmière à l'accueil a levé les yeux, a vu le ventre d'Emily, et son visage s'est adouci. Madame Carter. Emily a hoché la tête. Julian se tenait un demi-pas derrière elle, assez près pour la soutenir, pas assez pour s'imposer. « Je suis le Dr. Reed », a-t-il dit. « Je suis ici en tant que soutien familial. » L'infirmière a reconnu le calme professionnel quand elle l'a vu. Votre mari est dans le box numéro 6. L'autre patiente est en imagerie. L'officier de police attend pour vous parler. La police. La bouche d'Emily s'est asséchée. Pourquoi la police? L'infirmière a jeté un coup d'œil vers le couloir. Il y a eu des dégâts matériels, et il se pourrait qu'il y ait eu conduite en état d'ivresse. Emily a fermé les yeux. Pas seulement l'adultère. Bien sûr que non. La trahison arrive rarement seule. Elle apporte de la paperasse. Chapitre 3. Nathan paraissait plus petit dans le lit d'hôpital. Ce fut la première pensée d'Emily, et elle s'en est détestée. Son poignet gauche était dans une attelle. Un bleu assombrissait une de ses joues. Il y avait du sang séché près de la racine de ses cheveux,
et un moniteur clipsé à son doigt. Il portait mal la blouse d'hôpital, comme si même la blessure avait manqué de respect à son image. Quand il a vu Emily, le soulagement a traversé son visage. Un vrai soulagement. Puis il a vu Julian derrière elle, et le soulagement s'est aigri. Pourquoi est-il ici? Emily s'est arrêtée à côté du lit. Ce furent ses premiers mots. Pas « Est-ce que tu vas bien ?» Pas le bébé. Pourquoi est-il ici? Quelque chose en elle est devenu très silencieux. Parce que quelqu'un devait conduire ta femme enceinte aux urgences à 2 heures du matin, a dit Julian. Les yeux de Nathan se sont plissés. C'est une affaire de famille. Emily a regardé son visage blessé. L'homme vers qui elle s'était précipitée alors qu'il gisait à côté d'une autre femme dans une voiture accidentée. Alors réponds comme un membre de la famille, a-t-elle dit. Qui était avec toi? La gorge de Nathan s'est nouée. Emily, j'ai besoin que tu restes calme. La phrase a atterri comme une main sur sa bouche. Reste calme. Les hommes disaient ça quand ils avaient besoin que la réaction d'une femme soit plus petite que leur offense. Son nom, a dit Emily. Nathan a de nouveau regardé vers Julian, furieux du témoin. Camille? Emily a attendu. Camille Brooks, a-t-il dit. Elle connaissait le nom. Tout le monde dans leur cercle social le connaissait. Camille était la responsable de la communication de la fondation. 29 ans, les yeux vifs, toujours photographiés près de Nathan lors des événements. Elle avait une fois touché le ventre d'Emily à un gala sans demander. Et elle avait dit « Vous êtes radieuse », tout en regardant Nathan par-dessus l'épaule d'Emily. Emily se souvenait d'avoir doucement retiré la main de Camille. Elle se souvenait aussi que Nathan lui avait dit après qu'elle avait été impolie. Maintenant, Camille était en imagerie après avoir été trouvée avec lui dans une voiture à 2 heures du matin. Le monde n'a pas basculé cette fois. Il s'est aligné. « Depuis combien de temps ?» a demandé Emily. Nathan a fermé les yeux. « Ce n'est pas l'endroit. La salle d'urgence était ton choix. » Julian a baissé les yeux, mais Emily a vu le coin de sa bouche se crisper. Pas de l'amusement, de l'approbation retenue pour elle. Nathan a baissé la voix. C'était une erreur. Ce soir, Emily. Est-ce que ce soir était l'erreur, ou est-ce qu'elle était l'erreur? Il n'a rien dit. Voilà la réponse. Un officier de police est entré avant que Nathan ne puisse formuler un meilleur mensonge. L'officier Marin Lopez s'est présenté, s'est excusé pour le moment, et a demandé si Emily était propriétaire du VUS argenté impliqué dans l'accident. Emily a cligné des yeux. Oui, il est à mon nom. Nathan a détourné le regard. L'officier Lopez a ouvert son carnet. Votre mari le conduisait. Le véhicule a heurté une barrière de service près de l'ancienne route de service derrière l'hôtel Grand Méridien. Les images de sécurité montrent le véhicule quittant le parking de l'hôtel à grande vitesse. Nous enquêtons sur une possible conduite imprudente et une conduite sous influence. Un alcotest préliminaire a montré un taux d'alcool supérieur à la limite légale. Emily a fixé Nathan, le Grand Méridien. Pas un dîner de donateurs, pas une réunion de conseil tardive, un hôtel. Nathan a essayé de se redresser et a grimacé. Je n'étais pas ivre. Le test était faux. Le visage de l'officier Lopez est resté neutre. Un test sanguin a été ordonné. La voix de Julian était calme. Madame Carter est enceinte de 7 mois. Quelle part de tout ça doit-elle gérer ce soir? L'expression de l'officier s'est légèrement adoucie. Je dois demander si elle a donné la permission à M. Carter d'utiliser le véhicule. Emily a regardé Nathan. Il lui avait dit qu'il prenait un VTC, parce que se garer près de la fondation était impossible. Non, a-t-elle dit, il n'avait pas la permission ce soir. La tête de Nathan s'est tournée brusquement vers elle. Emily. Elle a tressailli en entendant son propre nom dans sa bouche. Pas parce qu'elle avait peur, parce qu'autrefois, cela avait signifié un foyer. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. L'officier l'a noté. La voix de Nathan s'est faite plus vive. Tu ne fais qu'empirer les choses. Emily a posé une main sur son ventre. Non, Nathan. Toi et moi sommes arrivés après que le pire se soit déjà produit. Chapitre 4. Camille est apparue 40 minutes plus tard, dans un fauteuil roulant. Elle portait une couverture d'hôpital sur une robe noire déchirée. Elle avait une petite coupure sur la lèvre et un bleu enflé près d'une tempe. Ses cheveux, habituellement brillants et contrôlés, tombaient librement autour de son visage. Sans l'éclairage des événements et les angles choisis, elle paraissait plus jeune et plus effrayée. Emily a ressenti une terrible tendresse non désirée pendant une seconde. Puis Camille a vu Nathan,
et a murmuré son nom comme si Emily était un meuble. La tendresse est morte. Nathan a tendu sa main valide vers elle. Emily a observé le mouvement. Il y a des moments dans la trahison où le corps comprend avant que le cœur ne suive. Nathan n'a pas tendu la main vers sa femme enceinte. Il a tendu la main vers la femme de l'hôtel. L'officier Lopez l'a remarqué aussi. Julian aussi. Les yeux de Camille ont enfin trouvé Emily. Quelque chose comme de la culpabilité a traversé son visage, rapide et inopportun. Emily. Je suis désolé. Cela sonnait à la fois répété et accidentel. Emily n'a pas répondu. Nathan a essayé de reprendre le contrôle. Camille ne dit rien. L'officier l'a regardé. Monsieur Carter, je vous conseille de ne pas interférer. Camille a baissé le regard. Emily l'a étudié. Les mains tremblantes, le rouge à lèvres étalé, le bracelet en diamant à son poignet, délicat et cher. Emily connaissait aussi ce bracelet. Elle avait vu le débit 3 mois plus tôt sur la carte de Nathan, et elle avait cru son explication. Cadeau de donateur, article de vente aux enchères, dépenses de la fondation à rembourser. La pièce s'est affûtée autour d'elle. Ce bracelet, a dit Emily. Camille l'a instinctivement couvert de son autre main. Nathan a dit « Emily, arrête ». Julian s'est rapproché, sans la toucher, seulement présent. Emily a entendu sa propre voix devenir très calme. A-t-il été acheté avec l'argent de la fondation? Le visage de Camille s'est vidé de son sang. Le stylo de l'officier Lopez s'est immobilisé. L'expression de Nathan est passée de la panique à la colère, si rapidement que cela a indiqué à Emily exactement où regarder. L'argent de la fondation. La phrase a ouvert une porte. Derrière elle se trouvaient toutes les réunions tardives, les dîners de donateurs, les dépenses qu'il disait qu'elle ne comprendrait pas, les événements que Camille organisait toujours, les reçus qu'il gardait dans sa mallette au lieu du tiroir partagé. Emily s'est tournée vers l'officier. « Mon mari travaille pour la Fondation médicale pour enfants Holbrook. S'il y a une question sur des fonds utilisés pour des dépenses personnelles, qui devrais-je contacter ?» Nathan a sifflé. « Es-tu folle ?» Julian a répondu avant que l'officier ne le puisse. Le directeur de la conformité de la Fondation, qui est aussi leur conseiller juridique. Nathan l'a foudroyé du regard. « Reste en dehors de mon mariage. » Le visage de Julian n'a pas changé. Cela a cessé d'être seulement un mariage quand un remboursement de véhicule de la Fondation, la voiture d'une épouse enceinte, une sortie d'hôtel et de potentiels fonds de donateurs sont entrés dans la même phrase. La pièce est devenue silencieuse. Emily a regardé Julian alors, non pas parce qu'elle avait besoin qu'il se batte, parce qu'il venait de nommer le désordre sans que cela ne le concerne personnellement. L'officier Lopez a fermé son carnet. « Madame Carter, je peux inclure votre préoccupation dans le rapport. Vous pouvez également faire un rapport séparé si vous découvrez des irrégularités financières. Je le ferai. » Nathan a ri une fois, un rire laid et bas. « Tu vas me détruire parce que j'ai fait une erreur. » Emily a regardé le bracelet de Camille, puis son visage meurtri. « Non, je vais arrêter de protéger la version de toi que j'ai inventée. » Camille a commencé à pleurer. Nathan a de nouveau tendu la main vers elle. Emily s'est détournée avant que le geste ne puisse la blesser 2 fois. Dans le couloir, ses genoux ont fléchi. Julian était là immédiatement, une main planant près de son coude. « Puis-je » Elle a hoché la tête. Il l'a stabilisée et l'a guidée vers une chaise. « Inspire lentement. »« Je le déteste » a-t-elle murmuré. « Peut-être. Ce soir, tu le détestes. Demain, tu le pleureras peut-être. Les deux sont permis. » Emily a couvert son visage. Le bébé a de nouveau bougé, plus doucement cette fois. Julian s'est accroupi devant elle, assez loin pour lui donner de l'espace. « On va prendre soin de toi et du bébé. Ça commence maintenant. » Elle voulait le croire. Pour la première fois depuis des mois, croire quelqu'un ne ressemblait pas à un danger. Chapitre 5. Emily n'est pas rentrée chez elle. Julian l'a conduite chez sa mère. Une maison en briques avec des rideaux jaunes. Et une Porsche pleine de plantes qui survivaient surtout parce que Madame Harper leur parlait sévèrement chaque matin. Sa mère a ouvert la porte en robe de chambre, a jeté un coup d'œil au visage d'Emily et n'a pas posé une seule question sur le pas de la porte. « Entre », a-t-elle dit. C'était de l'amour, ça aussi. Julian a porté le sac de nuit d'Emily. Il était passé à la maison avec sa permission pendant qu'elle attendait dans la voiture. Il avait aussi récupéré ses vitamines prénatales, son dossier médical, son ordinateur portable et la couverture de bébé que son père avait acheté avant de mourir. Nathan a appelé 17 fois avant le lever du soleil. Emily n'a pas répondu. À 6 heures,
Il a envoyé un message. Ne prends pas de décision sous le coup de l'émotion. Nous devons parler avant que tu ne ruines notre famille. Elle a fixé les mots en buvant une tasse de thé au gingembre. Notre famille. La phrase avait du poids car elle incluait un enfant qu'il avait mis en danger sans le connaître. Sa mère a lu le message par-dessus son épaule et a dit « Cet homme a toujours utilisé des mots au pluriel quand il parle de lui-même. » Emily a presque souri, puis elle a pleuré pendant 20 minutes. Pas de jolies pleurs. La grossesse avait volé toute chance de cela. Elle a pleuré avec une main sur son ventre et l'autre serrée autour d'une serviette. Furieuse contre chaque souvenir qui tentait de défendre Nathan. Son visage à la première échographie, sa main assemblant maladroitement la poussette. La façon dont il avait une fois chanté faux en cuisinant des pâtes. Les bons moments, a-t-elle découvert, ne devenaient pas faux juste parce que la personne devenait dangereuse. C'est pourquoi la trahison faisait mal. Elle n'effaçait pas l'amour. Elle faisait témoigner l'amour contre lui-même. À 8 heures, Emily avait appelé une avocate. Son nom était Mara Voss, et elle avait le genre de voix qui rendait les excuses malvenues. Julian l'avait recommandé après avoir demandé si Emily voulait des options légales, pas des instructions. Mara est arrivée chez Madame Harper à midi. Elle a écouté l'histoire de l'hôpital sans l'interrompre. Elle a demandé des dates, l'accès au compte bancaire, l'immatriculation des biens, les informations d'assurance, les liens avec la fondation. Et si Nathan avait déjà exercé une pression financière sur Emily. Emily a failli dire non. Puis elle s'est souvenue du compte pour la chambre de bébé. 3 semaines plus tôt, Nathan lui avait dit qu'il avait besoin d'un accès temporaire au compte d'épargne. Le compte qu'ils avaient mis de côté pour les frais d'hôpital et les dépenses du bébé. Une promesse de don avait été retardée. Il a dit qu'il devait couvrir un acompte pour un gala de la fondation et qu'il le rembourserait en 4 jours. Il ne l'a pas remboursé. Emily avait été trop fatiguée pour discuter. Le stylo de Mara s'est arrêté de bouger. Combien? 32 000. La tasse de sa mère a heurté la table. Julian, qui remplaçait discrètement une ampoule du porche à l'extérieur pour leur donner de l'intimité, a entendu le bruit. Il est apparu dans l'embrasure de la porte. Emily l'a regardé. Sa mâchoire était crispée. Pas une colère de façade. Le genre de colère utile. Mara a demandé « Avez-vous une preuve écrite de son explication ?» Des messages textes. Bien. Envoyez-les. Le soir même, Mara avait déposé une demande d'ordonnance de protection financière et des dispositions de garde temporaire d'urgence pour l'enfant à naître, à régler une fois né, y compris des restrictions liées à l'intoxication et à la conduite imprudente. Elle a également envoyé une lettre de préservation à Nathan, Camille, l'hôtel Grand Meridian et la Fondation. Le mot « préservation » a fait qu'Emily se sente plus en sécurité. Cela signifiait qu'on avait dit à la vérité de ne pas disparaître. Nathan n'a pas bien réagi. À 9 heures ce soir-là, il est arrivé chez Madame Harper avec le poignet en écharpe. Un bleu s'épanouissait sur sa joue. Il se tenait sous la lumière du porche, ressemblant à un homme qui avait répété le chagrin dans un miroir. Emily l'a observé depuis la fenêtre du salon. Sa mère a ouvert la porte, mais a laissé la chaîne. « Rentre chez toi, Nathan. J'ai besoin de voir ma femme. Ta femme a besoin de sommeil, de conseils juridiques et de meilleur goût en matière d'homme. » Emily a couvert sa bouche. Julian, debout à côté du couloir, a très vite baissé les yeux. Le visage de Nathan s'est durci. C'est entre moi et Emily. Madame Harper s'est penchée plus près de l'entrebâillement. Non, tu as amené une passagère. Nathan a jeté un coup d'œil vers la rue. 2 voisins regardaient déjà. Les Harper vivaient là depuis 30 ans. La surveillance de quartier n'avait pas besoin de caméra. Il a baissé la voix. Emily est enceinte. Le stress est dangereux. Mara, qui était restée tard pour rédiger des documents, est entrée dans le couloir, puis s'est arrêtée. Nathan l'a dévisagé. « Qui êtes-vous? La raison pour laquelle vous devriez partir avant que le rapport de police ne s'allonge. » Il est parti. Non pas parce qu'il respectait les limites. Parce que des témoins étaient arrivés. Chapitre 6. La Fondation a agi plus vite que Nathan ne s'y attendait. La Fondation médicale pour enfants Holbrook n'aimait pas les scandales. Elle était bâtie sur la confiance des donateurs, les partenariats hospitaliers et les photos d'enfants tenant des chèques surdimensionnés. Un directeur du développement ivre, qui accidente le VUS de sa femme enceinte après avoir quitté un hôtel avec la responsable de la communication, c'était déjà moche. Un détournement de fonds potentiels rendait cela fatal. Le lundi matin, Nathan était suspendu en attendant un examen. Camille a été mise en congé administratif. Leur accès au bureau a été révoqué. Leurs courriels ont été préservés.
Leurs comptes de dépenses ont été gelés. Emily l'a appris de Mara, pas de Nathan. Nathan l'a appris de la sécurité, quand son badge a cessé de fonctionner. Il a appelé Emily depuis le parking, le souffle coupé par la rage. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Elle était assise dans la cuisine de sa mère, mangeant du pain grillé. Julian lui avait dit que les nausées étaient pires sur un estomac vide. Et sa mère avait décidé qu'il avait raison sur tout, sauf sur son habitude de boire du café noir. Emily a mis le téléphone sur haut-parleur. Mara lui avait demandé d'enregistrer si la loi de l'État le permettait. Et c'était le cas. « J'ai dit la vérité. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je sais que je ne te couvre plus. Camille pourrait perdre son emploi. » La phrase était si révélatrice que la pièce a semblé se pencher vers elle. Emily a regardé sa mère. Les sourcils de Madame Harper se sont levés à une hauteur que Nathan n'aurait pas survécu en personne. « Tu t'inquiètes pour le travail de Camille. Je m'inquiète des retombées. Pour elle, pour tout le monde. T'es-tu inquiété des retombées quand tu as pris l'argent du compte bébé? » Silence. Puis Nathan a dit, c'était temporaire. Pourquoi? Ne m'interroge pas comme un criminel. Mara, assise à la table, a écrit quelque chose sur un bloc-notes jaune et l'a tourné vers Emily. Demande pour l'acompte du gala. Emily a dégluti. Tu as dit que c'était pour un acompte de gala. Quel fournisseur? La respiration de Nathan a changé. Je n'ai pas à répondre à ça. Tu as demandé 32 000 $ sur notre compte bébé. Si, tu dois répondre. Notre compte bébé? Il a ri sèchement. Emily, tu travailles à peine maintenant. Ne commence pas à faire comme si tu avais tout construit toute seule. Le voilà, le mépris sous le charme. Emily avait pris moins de contrats d'événements au 3e trimestre parce que son médecin lui avait dit de ralentir. Nathan l'avait publiquement félicité d'avoir choisi la maternité. En privé, il avait commencé à la traiter comme si le repos la rendait dépendante. Julian, qui venait d'entrer avec un sac de courses, s'est arrêté. Emily a vu son expression et s'est sentie étrangement calme. « Merci », a-t-elle dit dans le téléphone. Nathan a fait une pause. Pourquoi? D'avoir dit ça en étant enregistré. Il a raccroché. Mara a souri sans chaleur. Home serviable. L'audit de la fondation a rapidement empiré. La carte d'entreprise de Camille avait payé des chambres d'hôtel étiquetées hospitalité des donateurs. La carte de Nathan avait payé des bijoux listés comme cadeaux de cultivation pour les enchères. Un fournisseur lié au cousin de Camille avait facturé une conception d'événement qui n'a jamais eu lieu. Les 32 000 du compte bébé d'Emily n'étaient pas allés à un acompte de gala. Ils avaient couvert un appartement de luxe que Camille louait au nom d'une société événementielle écran. Quand l'enquêteur de Mara a trouvé le bail, Emily a fixé l'adresse. C'était à 6 pâtés de maison de l'hôpital où elle prévoyait d'accoucher. Ce petit fait faisait plus mal que le montant. Nathan avait gardé sa maîtresse près de l'endroit où Emily deviendrait mère. Mara a placé le bail dans un dossier. Nous pouvons utiliser ça. Emily a hoché la tête. Utilisez tout. L'enquêteur a également trouvé des images de sécurité du Grand Méridien. Elle montrait Nathan et Camille entrant ensemble à 19h32. Nathan portait la cravate qu'Emily lui avait offerte pour son anniversaire. Camille portait le bracelet en diamant. Ils sont partis à 2h04 du matin, se disputant près du service de voiturier. L'audio était faible, mais une phrase était claire. Camille a dit « Tu avais promis de la quitter avant la naissance du bébé ». Emily a regardé la vidéo une seule fois. Puis elle a fermé l'ordinateur portable. Sa mère a pris sa main. Emily n'a pas pleuré cette fois. Certaines douleurs arrivent au-delà des larmes. Chapitre 7. Camille a essayé de se faire passer pour une victime avant que les preuves ne deviennent publiques. Elle a posté depuis un compte privé qui n'était pas assez privé. Une photo recadrée de sa tempe meurtrie. Une légende sur le fait de survivre aux mensonges d'un homme puissant. Une phrase sur les femmes blâmées pour avoir aimé quelqu'un qui leur promettait un avenir. Elle n'a pas nommé Nathan. Elle n'a pas nommé Emily. Elle n'a pas mentionné le bébé. Mais elle n'en avait pas besoin. Leur cercle social avait déjà entendu des chuchotements. Et les chuchotements aiment les détails, même quand ils les inventent. À midi, Emily a reçu 3 messages de femmes qu'elle connaissait à peine. « Je pense à toi. J'espère que tu prends soin de toi. » Ces choses sont compliquées. Le dernier a fait qu'Emily pose le téléphone avec précaution. Compliqué. Les gens aimaient ce mot quand la simplicité exigerait du courage. Mara a conseillé le silence jusqu'à ce que la fondation agisse. Emily voulait aussi le silence, mais pas l'ancien. Pas le silence qui protégeait Nathan, un silence différent.
le silence d'une salle des scellés avant que la porte ne s'ouvre. Julian est passé ce soir-là avec une pile de livres pour enfants pour le bébé. Il a prétendu qu'il venait de la boutique de cadeaux de son hôpital et était donc médicalement nécessaire. Madame Harper a qualifié cela de non-sens et lui a fait de la soupe. Quoi qu'il en soit, après le dîner, Emily l'a trouvé dans la chambre de bébé, que sa mère avait commencé à aménager dans la chambre d'amis. Il se tenait maladroitement, entre un berceau et une étagère de couverture pliée. Il tenait un minuscule bonnet jaune comme si c'était quelque chose de sacré. « Tu as le droit de le poser », a dit Emily. Il a eu l'air embarrassé et l'a fait. « Désolé, je passe mes journées avec des enfants et je trouve toujours les vêtements de nouveau-nés suspicieusement petits. » Elle a souri. C'était étrange sur son visage. « Merci d'être là. Tu n'as pas à me remercier chaque fois que quelqu'un se comporte décemment. Je n'ai plus l'habitude. » Son expression s'est adoucie. Pendant une seconde, la pièce a contenu quelque chose de tendre et de dangereux. Puis il a reculé légèrement. « Alors nous nous entraînerons lentement. » Le voilà de nouveau. L'espace qu'il lui donnait. Nathan avait toujours rempli les pièces. Julian créait de l'espace à l'intérieur d'elle. Le lendemain matin, le conseil d'administration de la Fondation a publié sa première déclaration publique. Nathan Carter et Camille Brooks avaient été suspendus pendant une enquête sur un détournement potentiel de fonds caritatifs, de fausses déclarations de dépenses et une conduite incompatible avec la mission de la Fondation. La Fondation coopérait avec les forces de l'ordre et le conseil des donateurs. Pas de noms cachés derrière des titres vagues, pas de départ géré discrètement en privé. Public, clair. En moins d'une heure, les journalistes ont lié la déclaration au rapport d'accident. Les images du Grand Méridien ont fuité dans l'après-midi, bien que la Fondation ait nié les avoir diffusées. La phrase sur le fait de quitter Emily avant la naissance du bébé est devenue le centre de chaque article. Nathan a appelé Mara en rage. Mara l'a mis sur haut-parleur après l'avoir informé que l'appel était enregistré. « Votre cliente essaie de me ruiner. » Mara a répondu « Ma cliente est enceinte de 7 mois et se repose. » Vos choix semblent être très actifs sans son aide. Ces images étaient privées. Le hall de l'hôtel n'était pas votre chambre. Camille est harcelée. Camille a soumis des notes de frais pour des chambres d'hôtel et des bijoux par le biais d'une fondation médicale pour enfants. Silence. Ce n'est pas fini, a dit Nathan. Mara a regardé Emily et a articulé. Bien. Puis elle a dit, nous sommes d'accord. Chapitre 8. La mère de Nathan est arrivée 2 jours plus tard. Vivian Carter portait des perles, un manteau camel, et l'expression d'une femme qui avait passé sa vie à croire que le vernis pouvait remplacer la moralité s'il était appliqué assez épais. Elle n'avait jamais aimé Emily, pas parce qu'Emily était pauvre ou inappropriée. Emily venait d'une famille respectée et avait sa propre carrière. Vivian ne l'aimait pas parce qu'Emily posait des questions directes, et Nathan paraissait moins brillant à côté de quelqu'un de compétent. Vivian est entrée dans le salon de Madame Harper, comme si elle s'attendait à ce que du personnel apparaisse. Madame Harper a offert du thé sur le ton d'une personne offrant un champ de bataille. Mara a assisté par téléphone. Julian était à l'hôpital, mais il avait envoyé un texto à Emily avant sa tournée de chirurgie. « Tu ne dois de la douceur à personne aujourd'hui. » Emily l'a lu 2 fois avant l'arrivée de Vivian. Vivian s'est assise avec son sac à main serré sur ses genoux. « Emily, je suis ici parce que ça a assez duré. » Emily a posé ses 2 mains sur son ventre. « Je suis d'accord. » Vivian n'a pas compris l'avertissement. Nathan a fait de terribles erreurs. Personne ne le nie. Mais la destruction publique n'aide personne. Ni vous, ni le bébé. Certainement pas la Fondation. La Fondation enquête sur des fonds volés, présumés, documentés. La bouche de Vivian s'est contractée. Vous semblez très froide. Emily l'a regardé. La grossesse avait changé son corps, son sommeil, son appétit, son équilibre, son avenir. Elle n'avait pas enlevé sa capacité à reconnaître la manipulation parfumée. Le froid aurait été de laisser les donateurs continuer à financer un mensonge. Vivian s'est penchée en avant. « Voulez-vous que votre fille naisse dans le scandale? Le voilà, le bébé, comme moyen de pression. » Nathan avait appris de quelque part. La voix d'Emily est devenue plus douce, ce qui la rendait plus dangereuse. « Ma fille naîtra dans la vérité. » Vivian a jeté un coup d'œil à Madame Harper, puis est revenue à Emily. « Si vous continuez, Nathan pourrait aller en prison. Si j'arrête, il pourrait faire ça à quelqu'un d'autre. Il est le père de votre enfant. Alors il aurait dû agir comme tel avant de conduire ivre en quittant un hôtel avec une autre femme dans ma voiture. » Vivian a tressailli.
Madame Harper a pris une gorgée de thé très satisfaite. Vivien a essayé un dernier angle. Camille coopère avec le conseil. Elle dit que Nathan l'a trompé. Emily a failli rire. Camille portait un bracelet acheté avec l'argent de la fondation et vivait dans un appartement payé avec le compte de mon bébé. Les femmes font des choses stupides par amour. Alors elle peut apprendre la responsabilité avec lui. Vivien s'est levé. Vous regretterez d'être impitoyable. Emily s'est levée aussi, lentement, car le bébé rendait chaque geste dramatique pratique. Non, Vivien. Je regrette d'avoir pardonné avant que quiconque ne soit désolé. Après le départ de Vivien, les jambes d'Emily ont tremblé. Madame Harper l'a aidé à s'asseoir. Tu as été magnifique. J'ai envie de vomir. Les deux peuvent être vrais. Ce soir-là, Nathan a essayé une autre tactique. Il a envoyé un long courriel à des amis communs et à des donateurs. Il prétendait que l'instabilité émotionnelle d'Emily pendant la grossesse avait déformé une crise conjugale privée. Il a admis une relation inappropriée, mais a nié tous méfaits financiers. Il a décrit Camille comme une employée vulnérable qu'il avait essayé d'aider. Il a décrit Emily comme isolée, influencée par une avocate et un médecin avec des motivations douteuses. Il n'a pas nommé Julian. Il n'en avait pas besoin. Emily a lu le courriel à la table de la cuisine. Julian était assis en face d'elle. Il était passé avec des papiers de sortie de l'hôpital pour que son obstétricien les examine. Son visage est resté impassible jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne sur les motivations douteuses. « Je suis désolé », a dit Emily. Julian a levé les yeux. « De quoi ? Il t'entraîne là-dedans. Emily, il a foncé avec ta voiture dans une barrière, après avoir quitté un hôtel avec sa maîtresse. Si sa meilleure défense est que ton ami t'a raccompagné et t'a donné des informations prénatales, il est à court de murs pour se cacher. » Elle a expiré. « Es-tu en colère ? » ?»« Oui. »« Contre moi ?» Ses yeux se sont adoucis. « Jamais contre toi pour avoir été ciblée. » La phrase a touché une partie d'elle qui s'était préparée au blâme. Elle a rapidement détourné le regard. Julian n'a pas suivi l'émotion. Il l'a laissé reposer en sécurité entre eux. Mara a répondu au courriel de Nathan par une mise en demeure. Elle l'a averti contre la diffamation et l'intimidation de témoins. Puis le conseil de la fondation a répondu plus brutalement. Ils ont publié une mise à jour pour les donateurs, confirmant que l'enquête avait identifié des notes de frais falsifiées, des conflits d'intérêts non divulgués et des avantages personnels obtenus via des comptes caritatifs. La mise à jour ne mentionnait pas la grossesse d'Emily, ses émotions ou son mariage. Elle mentionnait des reçus. Les reçus étaient plus difficiles à blâmer. Nathan ne s'est pas arrêté là. Les hommes acculés confondent souvent mouvement et stratégie. Nathan avait perdu la protection de la fondation, la loyauté de Camille et la version d'Emily qui adoucissait les mauvaises nouvelles avant qu'elles n'atteignent les autres. Ce qu'il avait encore, c'était son talent pour la performance. 2 nuits après la mise à jour des donateurs, un compte anonyme a posté un clip audio en ligne. La légende était simple. Une femme enceinte et son ami médecin veulent ruiner le mari avant l'accident. Emily en a entendu parler par Mara avant de le voir. C'était l'un des dons de Mara. Elle atteignait la douleur avant que la douleur n'atteigne Emily et mettait une barrière légale autour. « N'écoute pas ça seule », a dit Mara. Emily était dans le salon de sa mère, pliant de minuscules grenouillères dont aucun enfant ne pourrait avoir besoin dans autant de nuances de jaune. Madame Harper était assise à côté d'elle avec un panier de chaussettes. Julian était à l'hôpital, terminant sa tournée. « Est-ce que c'est vrai ?» a demandé Emily. « C'est édité. Pas faux. Édité. » Cela rendait les choses pires. Emily a ouvert le fichier avec Mara en haut-parleur et sa mère assise assez près pour que leurs épaules se touchent. L'audio était grésillant. D'abord, la voix de Julian. « Tu dois te protéger avant qu'il ne te détruise. » Puis la voix d'Emily, tendue et fatiguée. « Je veux qu'il soit exposé. » Puis Julian de nouveau. « Nous pouvons faire en sorte que ça arrive. » Le clip s'est terminé. Emily est restée très immobile. Sa mère a dit un mot qu'elle réservait habituellement aux tartes brûlées et aux politiciens. La voix de Mara était calme. « Reconnais-tu la conversation ?» Emily a fermé les yeux. Elle la reconnaissait. C'était d'un appel téléphonique 3 semaines avant l'accident. Après que Nathan l'ait humiliée à un dîner de donateurs en plaisantant sur le fait que la grossesse l'avait transformée en consultante domestique, Emily avait appelé Julian depuis le parking, en pleurant, honteuse de pleurer, en colère que Nathan puisse la faire se sentir ridicule de vouloir de la gentillesse. Julian avait dit qu'elle devait se protéger avant que Nathan ne détruise sa confiance.
Emily avait dit qu'elle voulait que le mépris soit exposé, pas Nathan. Julian avait dit que la thérapie, la documentation et les limites pouvaient y parvenir. Kellyanne avait arraché l'âme de la conversation et laissé une arme. En moins d'une heure, le clip s'est propagé dans les mêmes cercles qui avaient partagé la photo du visage meurtri de Camille. Les commentaires ont fleuri en dessous, avec une fin prévisible. Donc, l'ami médecin était impliqué. Peut-être que le mari n'était pas le seul à tromper. C'est pourquoi les hommes devraient tout enregistrer. Emily a lu 3 commentaires et s'est arrêtée. Sa poitrine était serrée. Le bébé bougeait sans repos, comme si son corps était devenu une pièce pleine d'alarmes. Madame Harper a pris le téléphone. Assez de poison. Les gens vont le croire. Certaines personnes croient que la soupe nettoie les cristaux. On n'organise pas sa vie autour d'eux. Emily a failli rire, puis a couvert sa bouche parce que rire semblait trop proche des sanglots. Julian est arrivé 20 minutes plus tard. Il avait clairement conduit trop vite, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Ses cheveux étaient ébouriffés, son badge d'hôpital encore accroché à son manteau. Son visage était contrôlé d'une manière qu'Emily reconnaissait maintenant comme de la colère tenue en laisse courte. « Je suis désolé », a-t-il dit avant d'enlever son manteau. Emily a levé les yeux. « Pourquoi es-tu désolé ?»« Parce qu'il a utilisé ma voix pour te blesser. » C'était une réponse si typique de Julian que ça a brisé quelque chose en elle. Pas la peur, le soulagement. Nathan serait entré, furieux pour sa réputation. Julian est entré, affligé par le mal qui lui avait été fait. Mara avait déjà commencé la riposte. L'enregistrement téléphonique complet existait. Le téléphone d'Emily sauvegardait automatiquement les appels des contacts approuvés dans un dossier cloud sécurisé. C'était suite à un problème de harcèlement avec un ancien fournisseur d'événements des années plus tôt. Elle avait oublié ce paramètre. Mara non. Le matin, l'appel complet était préservé, transcrit et envoyé à l'avocat de Nathan avec une demande de rétractation. L'enregistrement complet montrait la vérité. Julian avait encouragé Emily à documenter les mauvais traitements émotionnels, à parler à son thérapeute et à consulter un avocat si elle se sentait financièrement en danger. Il lui avait répété de ne pas prendre de décision dans la panique. Le clip édité avait supprimé chaque phrase qui le faisait paraître responsable. Plus important encore, une analyse des métadonnées a retracé le téléchargement anonyme jusqu'à un appareil prépayé acheté près de l'appartement de Nathan. Les images de sécurité du magasin montraient le cousin de Nathan en train de l'acheter. Le cousin, contacté par les enquêteurs, a admis que Nathan lui avait demandé de l'aider à mettre la vérité en ligne. La vérité. Nathan utilisait ce mot comme les voleurs utilisent des voitures empruntées, avec insouciance. La réaction négative n'est pas arrivée aussi vite que le mensonge, mais elle est arrivée plus lourdement. Mara a demandé des sanctions et a ajouté l'audio édité au dossier d'intimidation de témoins. Le conseil de la Fondation a publié une deuxième déclaration. Elle confirmait que Nathan avait tenté de détourner l'attention d'une inconduite documentée en attaquant un citoyen privé et un médecin non lié aux finances de la Fondation. L'hôpital où travaillait Julian a publié une rare note publique. Elle confirmait que le Dr Reed n'avait aucune implication dans l'enquête de la Fondation et que toute allégation diffamatoire était en cours d'examen. Emily détestait que son nom soit entré dans les nouvelles. Julian détestait seulement qu'elle se sente coupable. « Ce n'est pas ta faute », lui a-t-il dit dans le jardin ce soir-là. « Tu dis ça comme si la faute écoutait. Alors je le répéterai jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. » Elle l'a regardé pendant un long moment. L'air de fin d'été sentait la terre humide et la menthe. La fenêtre de la cuisine de sa mère brillait derrière eux. À l'intérieur, Madame Harper faisait semblant de ne pas regarder. « Pourquoi es-tu encore là ?» a demandé Emily. Julian n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. « Parce que je tiens à toi. C'est dangereux en ce moment. Pour ma réputation? Pour ta paix ?» Il a souri faiblement, mais ses yeux sont restés sérieux. La paix qui dépend de laisser quelqu'un seul dans un incendie n'est pas la paix, c'est de la distance. Emily a baissé les yeux sur ses mains posées sur la courbe de son ventre. « Je ne peux rien promettre. Je ne demande rien. Je serai peut-être en colère pendant longtemps. Alors j'apprendrai ce qui aide et ce qui n'aide pas. Je ne ferai peut-être plus jamais confiance facilement. Bien, la confiance facile est surfaite. » Cela lui a arraché un rire. Julian a souri alors, un vrai et bref sourire. Le moment n'est pas devenu romantique. Il est devenu quelque chose de plus solide, un témoignage. Emily a réalisé que le soutien n'était pas quelqu'un qui la sortait de l'histoire. C'était quelqu'un qui se tenait assez près pour lui rappeler qu'elle en était toujours l'auteur. Chapitre 9.
Camille a craqué la première. Non pas par conscience, mais par calcul. Le conseil avait gelé ses indemnités de départ. Les forces de l'ordre avaient demandé ses relevés bancaires. La société événementielle Écran liée à son appartement faisait maintenant partie d'une enquête pour fraude. Nathan ne répondait plus à ses appels avec des promesses. Il envoyait des instructions. Supprime les anciens messages. Dit que le bracelet était un cadeau personnel. N'admet pas la source de l'appartement. S'il pose des questions sur le compte bébé, tu ne savais rien. Camille a tout transmis à son avocat. À la fin de la semaine, elle a signé un accord de coopération. La version publique est venue sous la forme d'une déclaration qui semblait assez propre pour avoir été frottée à l'eau de Javel. Camille a admis une relation inappropriée avec Nathan, une mauvaise utilisation des systèmes de dépenses de la fondation et l'acceptation d'avantages personnels. Elle a dit que Nathan lui avait demandé de classer les coûts privés comme cultivation de donateurs et développement d'événements. Elle a accepté le remboursement et la coopération. Ce n'était pas une confession complète de son âme. C'était assez pour ruiner la semaine de Nathan. Le lendemain matin, la fondation a tenu une conférence de presse. Emily n'y a pas assisté. Elle a regardé depuis le canapé de Madame Harper, avec une couverture sur les jambes. Julian était en appel vidéo depuis son bureau, entre deux consultations de patients. Il avait proposé de rester en ligne seulement si cela aidait. Elle avait dit oui avant que la fierté ne puisse interférer. La présidente du conseil, Amelia Grant, se tenait à un podium sans décor dramatique. Juste le sceau de la fondation et une rangée de membres du conseil au visage sombre. Amelia a parlé simplement. La Fondation médicale pour enfants Holbrook a identifié une faute grave de la part des anciens employés Nathan Carter et Camille Brooks. Des fonds destinés à soutenir les soins pédiatriques et les programmes de donateurs ont été détournés pour des dépenses personnelles, y compris des séjours à l'hôtel, des bijoux, un logement privé et des paiements de fournisseurs falsifiés. Nous avons licencié les 2 employés et renvoyé l'affaire aux forces de l'ordre. Anciens employés. Emily a fermé les yeux. Les mots étaient petits, mais ils ont frappé fort. Nathan et Camille avaient perdu l'institution qu'ils utilisaient comme couverture. Amelia a continué. Nous nous excusons auprès des donateurs, des partenaires hospitaliers, des patients et des familles. Nous mettons en place un fonds de recouvrement indépendant, renforçons la surveillance et poursuivons le remboursement. Un journaliste a demandé si l'enquête avait commencé après l'accident de voiture de Nathan avec Camille. L'expression d'Amelia n'a pas bougé. L'accident a attiré une attention immédiate sur certains faits. La faute est antérieure. Un autre a demandé si la femme enceinte de Nathan avait signalé les préoccupations. Le corps d'Emily s'est tendu. Amelia a répondu avec précaution. Une citoyenne privée a fourni des informations pertinentes en coopérant avec les forces de l'ordre. Nous ne l'exposerons pas à une intrusion supplémentaire. La voix de Julian est venue doucement à travers le téléphone. Bonne réponse. Emily a hoché la tête, la gorge serrée. Puis l'écran est passé à un journaliste devant l'appartement de Nathan. Il est sorti portant des lunettes de soleil et un manteau noir, se frayant un chemin à travers les questions. Avez-vous volé des enfants malades? Camille a-t-elle coopéré contre vous? Avez-vous utilisé le fonds pour bébé de votre femme enceinte? Le visage de Nathan s'est tordu. Pendant une seconde hideuse, Emily a vu l'homme sous tous les éclairages de gala. Demandez à ma femme pourquoi elle veut détruire le père de notre enfant, a-t-il lancé. Le clip s'est propagé plus vite que la conférence de presse. Non pas parce qu'il l'aidait, parce qu'il le révélait. Le public n'aimait pas entendre un homme accusé de voler des fonds caritatifs se cacher derrière un bébé à naître. Les commentaires sont devenus brutaux. Les donateurs ont exigé un remboursement complet. Les familles de l'hôpital ont posté des photos d'enfants traités grâce au programme de la Fondation. Une mère a écrit que pendant que son fils attendait une intervention cardiaque, Nathan achetait des bracelets pour sa maîtresse. Julian a appelé après son service. Ne lis pas trop. Trop tard. Alors lis la bonne partie. Les gens le voient maintenant. Emily s'est assise près de la fenêtre, regardant le soir s'installer sur le jardin de sa mère. Je voulais qu'il voie la vérité. Je ne savais pas que ça donnerait l'impression d'être vu, moi aussi. L'exposition n'est pas douce. Non. Mais l'obscurité n'était pas douce non plus. Elle a posé une main sur son ventre. Sa fille a bougé contre sa paume. Je n'arrête pas de penser qu'elle entendra tout ça un jour. Alors elle entendra que sa mère a dit la vérité quand mentir aurait été plus facile. Emily a fermé les yeux. Pour la première fois depuis l'appel téléphonique, l'avenir ne ressemblait pas à une punition. Chapitre 10.
Nathan a été arrêté 3 semaines avant la date d'accouchement d'Emily. Cela s'est passé discrètement au début. Un mandat, 2 officiers, une caméra d'ascenseur le montrant emmené menotté. Son poignet blessé était assez guéri pour que le métal paraisse presque symbolique. Puis c'est devenu bruyant. Fraude, détournement de fonds, mise en danger d'autrui, conduite sous influence, fausse déclaration de dépenses, utilisation abusive de fonds caritatifs. Les accusations étaient listées dans les articles avec la même cruauté simple qu'un ticket de caisse. Article après article, choix après choix, pas de place pour la romance. Camille a également été inculpée. Bien que sa coopération ait réduit la gravité, elle n'a pas été épargnée par la disgrâce publique. Son nom, sa photo et sa déclaration sont apparus dans chaque rapport. L'expression maîtresse responsable de la communication la suivait comme une ombre. Elle a perdu sa licence de certification pour la collecte de fonds à but non lucratif. Ses perspectives d'emploi se sont effondrées et le bail de l'appartement est devenu une preuve. L'audience de mise en liberté sous caution de Nathan a été le dernier événement public auquel Emily a assisté avant d'accoucher. Mara lui a conseillé de ne pas venir. Sa mère l'a supplié de ne pas le faire. Julian a dit « Tu n'as pas besoin de prouver ta force en entrant dans des pièces qui te blessent. » Emily les a tous appréciés. Puis elle y est allée quand même. Pas pour voir Nathan tomber, pour entendre les conditions qui protégeraient son enfant. La salle d'audience était bondée de journalistes, de donateurs de la fondation et de quelques anciens collègues. Ils semblaient être venus pour confirmer qu'ils n'avaient pas imaginé son charme. Nathan se tenait avec son avocat, pâle et tendu. Quand il a vu Emily entrer, son visage a changé. Pendant un instant, il a ressemblé au mari de la photo de la fête prénatale. Puis ses yeux se sont posés sur Julian qui marchait à côté d'elle, et la colère est revenue. Julian ne s'est pas assis à côté d'Emily au début. Il a demandé doucement « Ici ou derrière toi ?»« À côté de moi », a-t-elle dit. Alors il s'est assis à côté d'elle. Pas de performance, pas de main sur son dos pour les caméras, juste une présence. Le procureur a décrit les preuves. Images de l'hôtel, notes de frais, virement bancaire, coopération de Camille. L'argent du compte bébé acheminé par la société écran. Le test d'alcoolémie et les tentatives de Nathan de faire pression sur les témoins. Le procureur a demandé des conditions strictes de non-contact avec Emily, sauf par l'intermédiaire d'un avocat, et un contact futur supervisé avec l'enfant en attendant les ordonnances du tribunal de la famille. L'avocat de Nathan a soutenu que Nathan était un professionnel respecté avec des liens familiaux solides et un enfant à naître. L'estomac d'Emily s'est noué. Le voilà de nouveau, l'enfant comme bouclier. Le juge a regardé Nathan par-dessus ses lunettes de lecture. Un enfant n'est pas une référence de caractère lorsque la conduite alléguée inclut la prise de fonds mis de côté pour la naissance de cet enfant. La salle est devenue très silencieuse. Emily a senti la main de Julian près de la sienne, sans la toucher. Elle a légèrement bougé ses doigts. Il a compris et a pris sa main sous le banc, loin des caméras. Le juge a accordé la libération sous caution avec des conditions strictes. Remise du passeport. Pas de contact avec Emily. Pas de contact avec Camille, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Pas d'accès au système de la fondation ou au dossier des donateurs. Pas d'alcool. Pas de conduite. Surveillance GPS et respect des restrictions du tribunal de la famille après la naissance du bébé. Nathan semblait abasourdi. Les hommes comme lui confondaient souvent les conséquences avec la persécution, parce que la responsabilité n'avait jamais fait partie de leur image de soi. Alors qu'Emily quittait la salle d'audience, Nathan s'est retourné. Le vieux surnom a failli l'atteindre. Presque. Mara s'est interposée entre eux. Pas de contact signifie pas de contact. Nathan a regardé par-dessus Mara vers Emily. « Tu vas vraiment m'empêcher de voir ma fille. » Emily s'est arrêtée. Les journalistes sont penchés en avant. La main de Julian s'est serrée une fois, puis s'est détendue. Emily s'est retournée lentement. « Non, Nathan, tes choix ont fait ça. Je vais la garder en sécurité. » Ce fut la seule déclaration qu'elle a faite. C'est devenu le titre des journaux. Chapitre 11. Le travail a commencé pendant un orage. Emily s'est réveillée à 4 heures du matin avec une douleur qui la traversait comme une vague avec des dents. Au début, elle a pensé que c'était une autre fausse alerte. Puis elle a perdu les os dans le couloir de sa mère. Et Madame Harper a crié pour avoir des serviettes, comme si les serviettes avaient personnellement trahi la famille. Julian est arrivé avant l'ambulance. Il était de garde à proximité, et Madame Harper l'avait appelé avant d'appeler l'hôpital.
un choix qu'elle a défendu plus tard sans aucun remords. Il a trouvé Emily assise dans les escaliers, respirant fort, les cheveux humides sur les tempes, les deux mains agrippées à la rampe. « Salut !» a-t-il dit, s'agenouillant en dessous d'elle. « Regarde-moi. Tu te débrouilles bien. Je ne me débrouille pas bien. Je fuis et je suis furieuse. Les deux sont courants. Ne me traite pas comme un médecin. Alors je serai ton ami. Respire. » Elle l'a fait. À l'hôpital, son obstétricien a pris le relais. Julian n'était pas dans la salle d'accouchement au début. Emily avait demandé à sa mère de rester, et elle ne voulait pas de confusion dans la pièce la plus vulnérable de sa vie. Mais après 9 heures, quand la douleur et l'épuisement ont transformé le temps en un flou lumineux, Madame Harper s'est penchée et a chuchoté. « Veux-tu, Julian ?» Emily a pleuré alors. Pas parce qu'elle était faible, parce que la réponse était oui, et dire oui à l'aide ressemblait encore à traverser un pont qu'elle avait construit par peur. Julian est entré en blouse propre, le visage calme, les yeux fixés uniquement sur les siens. « Je suis là », a-t-il dit. « Pas plus que tu ne le veux. » Elle a cherché sa main. « Reste. » Il est resté. Il n'a pas remplacé sa mère. Il n'a pas agi comme un père. Il n'a pas fait de promesses sur la douleur. Il a compté les respirations, tenu de l'eau avec une paille, ajusté les oreillers. Et il a dit à Emily, quand elle faisait quelque chose d'impossible magnifiquement. À 18h32, Lily Harper Carter est née en criant, les deux poings serrés. Emily a ri et sangloté en même temps. L'infirmière a placé le bébé sur sa poitrine, chaud, furieux et réel. Le minuscule visage de Lily s'est plissé contre la peau d'Emily. Ses cheveux sombres étaient humides. Sa bouche s'est ouverte pour protester contre l'existence même. « Salut !» a chuchoté Emily. « Je sais que ça a été beaucoup. » Madame Harper a pleuré ouvertement. Julian s'est reculé près du mur, laissant au moment sa juste place. Emily l'a regardé. « Viens ici. » Il s'est approché lentement. Elle a observé son visage quand il a vu Lily de près. L'émerveillement a adouci chacune de ses rides. « Elle est parfaite, » a-t-il dit. « Pas la mienne, pas la nôtre. Elle est parfaite. » Emily l'a un peu aimé à ce moment-là, bien qu'elle soit trop épuisée pour le nommer. Nathan a été prévenu par son avocat. Il a demandé une visite immédiate à l'hôpital. Le tribunal de la famille a refusé l'accès non supervisé en attendant un examen. Compte tenu des accusations criminelles, de l'ordonnance de non-contact, de l'accident en état d'ivresse et de l'utilisation des fonds pour le bébé, le juge a exigé que tout contact initial se fasse plus tard, par un processus supervisé après autorisation médicale pour Emily et Lily. L'avocat de Nathan a protesté. Le tribunal n'a pas cédé. Pour une fois, la paix d'Emily passait avant son image. Camille n'a envoyé aucun message. C'était sage. La réaction du public à la naissance de Lily a été limitée. Mara s'était battue pour garder les détails privés. Quelques médias ont rapporté qu'Emily avait accouché en toute sécurité et que les restrictions de garde restaient en place. La fondation n'a fait aucun commentaire. La famille de Nathan a envoyé des fleurs. La carte de Vivien disait « Pour le bébé, avec amour ». Emily a jeté la carte et gardé les fleurs. Parce que les fleurs n'avaient commis aucun crime. Chapitre 12. Le jugement final est tombé 6 mois plus tard. À ce moment-là, Lily avait appris à sourire de tout son visage. Emily avait appris que le manque de sommeil pouvait faire halluciner une femme. Elle voyait un sens dans les bruits du lave-vaisselle. Madame Harper avait appris que la grand-maternité la rendait à la fois plus douce et plus autoritaire. Julian avait appris à chauffer des biberons, à mal plier de minuscules vêtements, et à partir quand Emily avait besoin d'espace avant qu'elle n'ait à le demander 2 fois. L'affaire de Nathan s'est terminée par un plaidoyer de culpabilité après que Camille a témoigné devant le grand jury. Il a plaidé coupable de détournement de fonds, de fraude et de conduite sous influence avec dommages matériels. Des accusations supplémentaires ont été prises en compte dans la sentence. Il a été condamné à rembourser la fondation, à rembourser Emily pour les fonds volés du compte bébé, à rendre les biens achetés avec l'argent détourné et à purger une peine de prison suivie d'une probation. Il a perdu ses qualifications professionnelles et a été interdit de collecte de fonds ou de gestion financière à but non lucratif. Camille a plaidé coupable d'accusations de fraude liées à de fausses factures et à des avantages personnels. Sa peine comprenait le remboursement, la probation, des travaux d'intérêt général et une interdiction permanente de travailler dans la collecte de fonds caritatifs. Sa coopération a réduit l'exposition à la prison, mais elle n'a pas réduit la disgrâce publique.
Le juge a déclaré clairement qu'être trompé par un homme marié n'expliquait pas la facturation de chambres d'hôtel et de bijoux aux donateurs d'enfants malades. La salle d'audience a entendu cette phrase. Les caméras à l'extérieur aussi. La Fondation a publié un rapport indépendant complet avec les noms, les montants, les méthodes et les mesures correctives. Les donateurs ont reçu des lettres. Les familles de l'hôpital ont reçu des excuses. L'appartement, le bracelet, les séjours à l'hôtel, la fraude des fournisseurs et le transfert du compte bébé ont tous été documentés. Les crimes de Nathan et Camille n'étaient plus des ragots. Ils étaient des archives publiques. Emily a assisté à la sentence avec Lily à la maison, sous la surveillance féroce de sa mère. Julian l'a accompagnée, non pas parce qu'elle avait besoin d'un homme à ses côtés, mais parce qu'elle voulait quelqu'un qui comprenait que le silence ne signifiait pas toujours la force. Nathan a parlé avant la sentence. Il s'est excusé auprès des donateurs de la Fondation, de sa famille et d'Emily. Il a pleuré en mentionnant Lily. Il a dit qu'il s'était égaré sous la pression et la honte. Emily a écouté sans expression. S'était égaré, comme s'il avait erré accidentellement dans un hôtel, dans le bail de l'appartement d'une maîtresse, dans des rapports frauduleux, sur le siège d'un conducteur ivre, dans les économies de son bébé. Quand ce fut son tour, elle s'est levée avec une page à la main. « Nathan ne s'est pas égaré », a-t-elle dit. Il a tracé une route à travers la confiance des autres. Il a utilisé une fondation destinée à aider les enfants malades. Il a utilisé ma grossesse comme couverture. Il a utilisé notre fille à naître comme bouclier après avoir utilisé l'argent économisé pour sa naissance. Camille Brooks n'était pas une spectatrice sur cette route. Elle l'a parcourue avec lui et a accepté ce qu'elle achetait. Nathan a baissé les yeux. Camille pleurait doucement depuis le deuxième rang, attendant sa propre audience. Emily a continué. « Je ne suis pas ici pour demander vengeance. La vengeance ferait encore de lui le centre de ma vie. Je suis ici parce que la vérité compte. La vérité publique compte. Chaque personne qui a fait un don à cette fondation, chaque famille de patients qui lui a fait confiance, chaque femme à qui on a dit de se taire pour la réputation d'un homme, mérite d'entendre que le mal ne devient pas privé juste parce qu'il s'est produit au sein d'un mariage. » Sa voix a failli se briser. Presque. Elle l'a tenue. Ma fille grandira en sachant que l'amour n'est pas le secret. La paternité n'est pas un bouclier, et le pardon sans responsabilité n'est qu'une permission pour la prochaine blessure. Elle s'est assise. La main de Julian a trouvé la sienne. Cette fois, elle se fichait de qui voyait. Chapitre 13. Emily n'a pas recommencé avec un feu d'artifice. Elle a commencé avec les matins. Lily se réveillant avant l'aube avec une chaussette manquante. Sa mère chantant de vieilles chansons dans la cuisine. Julian déposant du café et partant pour sa tournée, puis envoyant une photo du lever de soleil à l'hôpital. Mara envoyant les derniers documents du tribunal avec pour objet clos, ce qui a fait pleurer Emily plus fort qu'elle ne s'y attendait. Le divorce a été finalisé après la condamnation de Nathan. Emily a obtenu la garde physique exclusive. Les futures visites de Nathan étaient soumises à des conditions strictes et supervisées après sa libération et la preuve de sa réhabilitation. Les fonds volés ont été ordonnés de remboursement par restitution. Le VUS, réparé et vendu, est devenu de l'argent sur le compte d'éducation de Lily. Emily a finalement réemménagé dans sa propre maison. Pas la maison qu'elle avait partagée avec Nathan. Elle a vendu celle-là. Trop de murs se souvenaient de lui. À la place, elle a acheté une plus petite maison près de la rivière, avec une chambre de bébé orientée à l'est et une cuisine assez lumineuse pour les plantes. Madame Harper s'est plainte que les escaliers étaient étroits, puis a emménagé la moitié de sa batterie de cuisine. Quoi qu'il en soit, Julian a aidé à assembler la bibliothèque de Lily. Il l'a installée de travers. Emily se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant le bébé, et a fixé l'étagère. « Tu es cardiologue pédiatrique. Les cœurs humains nécessitent rarement des étagères. C'est à la fois réconfortant et terrifiant. » Il l'a réparée le lendemain après avoir regardé une vidéo 2 fois. Leur amour, quand il est finalement devenu un amour avoué, était discret. C'est arrivé un dimanche ordinaire, après que Lily se soit endormie dans la poussette pendant une promenade. La rivière était lumineuse. Emily parlait de reprendre le travail à temps partiel, puis s'est arrêtée parce que la peur est montée sans prévenir. « Et si je me trompe encore de choix ?» a-t-elle demandé. Julian n'a pas répondu rapidement. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle lui faisait confiance. « Alors tu ne seras pas seule à le remarquer » a-t-il dit. Elle l'a regardé.
Ça ne semble pas romantique. Je pense que c'est extrêmement romantique de promettre de ne pas t'aider à ignorer les signaux d'alarme. Elle a ri. Puis elle a pleuré. Il a attendu. Quand elle a essuyé son visage, il a dit « Je t'aime, Emily. Je ne demande pas un rôle dans ta vie que tu n'es pas prête à donner. Je te dis seulement où je me situe. » L'ancienne Emily aurait cherché le danger dans la douceur. La nouvelle Emily cherchait toujours, mais elle savait aussi reconnaître la sécurité quand elle continuait à se manifester. Avec de la patience, des témoins et des biberons correctement chauffés. « Je t'aime aussi », a-t-elle dit. Pas de tonnerre, pas de musique, juste la vérité en plein jour. Des mois plus tard, quand Lily a appris à applaudir, elle applaudissait chaque fois que Julian entrait dans la pièce. Madame Harper a qualifié cela d'excellent jugement. Emily a fait semblant d'être offensée et a échoué. Le monde a tourné la page sur Nathan Carter et Camille Brooks. Leurs noms sont restés en ligne dans des articles, des archives judiciaires, des rapports de donateurs et des formations sur la conformité. C'était leur héritage. Pas une romance, pas une erreur tragique. Une étude de cas sur la trahison, le sentiment de tout mériter et le prix de l'utilisation de la compassion comme camouflage. L'héritage d'Emily est devenu plus discret. Une fille qui dormait maintenant les deux poings ouverts. Une maison sans secret. Une carrière reconstruite autour d'un travail honnête. Un homme à ses côtés qui n'a jamais demandé à être payé en silence pour sa gentillesse. Parfois, tard dans la nuit, Emily se souvenait encore de l'appel. « Votre mari est aux urgences. Nous l'avons trouvé avec une autre femme. » La phrase avait autrefois semblé être la fin de sa vie. Maintenant, elle comprenait que c'était le début de son sauvetage. Elle n'a pas romancé la douleur plus tard. La douleur n'était pas un enseignant parce qu'elle était noble. La douleur était un enseignant parce qu'elle refusait de partir tant que la leçon n'était pas affrontée. Emily ne remercierait jamais Nathan de l'avoir trahi. Elle ne remercierait jamais Camille de l'avoir exposé par accident. Elle ne prétendrait jamais que la peur, les lumières de l'hôpital, les salles d'audience ou la nuit passée à se demander si Lily ressentait son chagrin avaient été nécessaires. Mais elle pouvait honorer la femme qui a répondu à ce téléphone et qui s'est quand même relevée. Elle pouvait honorer la mère qui est entrée aux urgences et a demandé des noms au lieu de s'effondrer dans les excuses. Elle pouvait honorer les mains discrètes qui l'ont aidée sans essayer de s'approprier sa guérison. Surtout, elle pouvait honorer la fille qui est arrivée après la tempête et a rendu l'avenir digne d'être nettoyé. Non pas parce que la trahison l'a sauvée. La trahison n'a fait que révéler le feu. Elle s'est sauvée elle-même en sortant avec la vérité dans ses mains, son enfant sous son cœur. Et des gens à ses côtés qui ne lui ont pas demandé de rétrécir pour qu'un homme coupable puisse paraître plus grand. C'était la leçon qu'elle enseignerait un jour à Lily. L'amour ne devrait pas exiger d'une femme qu'elle devienne plus petite, plus pauvre, plus silencieuse ou plus facile à tromper. Si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour. C'est une pièce fermée à clé avec de la musique qui joue à l'extérieur. Et chaque femme mérite de trouver la porte. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur les femmes discrètes, la force cachée et le moment où la trahison fait enfin face à ses conséquences.